On l'appelle aujourd'hui ONU Environnement. Madame Liu, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on résume aujourd'hui les actions du programme des Nations Unies pour l'environnement et quel état de coopération est-ce qu'elle dégage avec les régions africaines dont vous avez la représentativité? Je vous remercie. Et je dois dire que le degré ou l'engagement du programme des Nations Unies pour l'environnement vis-à-vis des pays, mais aussi vis-à-vis des structures sous-régionales avec lesquelles nous collaborons ou que nous avons conclu des accords de coopération est généralement, on va dire, tributaire de la collaboration, de la demande qui est faite parce que, comme vous le savez, les interventions sont forcément motivées par la demande. Donc, si on ne reçoit pas de demande, ça va être difficile. Mais dans tous les cas, je vais dire qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons souvent travaillé parce que je pense que votre question se rapporte surtout à la dimension sous-régionale. Et donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons beaucoup travaillé et nous continuons de travailler avec la CEDEAO et avec la Banque africaine de développement notamment, et puis évidemment les centres d'excellence qui se trouvent dans cette partie de l'Afrique pour répondre justement aux demandes qui nous sont faites. Donc ces demandes-là, généralement, elles ont, comme vous le savez certainement, elles vont toucher à différents ordres, c'est-à-dire ou à différentes thématiques, le changement climatique, la nature et puis évidemment la lutte contre la pollution avec la gestion des déchets, notamment des déchets dangereux. Donc dans le cadre du changement climatique, évidemment il y a l'appui à l'adaptation. Comme vous le savez, même si nous n'intervenons pas directement dans le domaine de l'agriculture durable, nous apportons un appui technique en collaboration avec notamment la FAO. Mais il y a également, non seulement en termes d'adaptation, mais il y a également un appui à l'atténuation, dans ce sens que par rapport au changement climatique, nous allons aider notamment à mettre en place ou à appuyer les pays, à les aider à mettre en place des politiques qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça se fait notamment à travers certains sujets, on va dire, certains projets, dont notamment celui sur la mobilité électrique, celui pour aider à atténuer justement ces émissions de gaz, celui sur justement les carburants propres, pour aider justement à également apporter ou adresser la question de la pollution. Mais comme vous savez, généralement, ces questions-là se retrouvent autour du changement climatique qui est un dénominateur commun. Évidemment, j'ai parlé également de la nature et de la biodiversité, c'est important. Et nous travaillons beaucoup également là-dessus. Comme vous savez, la crise du Covid-19 est venue montrer la vulnérabilité des pays et du monde aujourd'hui par rapport à ces zoonoses. Et donc c'est important que quand on regarde les habitats aujourd'hui avec ces nouvelles connaissances qui sont arrivées, malheureusement à la faveur on va dire d'une crise qui a fait beaucoup de victimes, beaucoup d'impacts, y compris au niveau économique pour nos pays, qu'on regarde un peu comment est-ce qu'on peut apporter une dimension environnementale importante. Et dans ce sens aussi, et là c'est au niveau régional, je veux dire que ça va dépasser le cadre simplement du travail que l'UNEP fait. Nous travaillons en collaboration avec un certain nombre d'agences, notamment l'OMS, la FAO, l'OIE, dans le cadre de ce que nous appelons l'approche Une seule santé. Donc la problématique qui est vraiment au cœur du nexus environnement et santé est très importante. Et donc dans ce cadre-là, nous prenons en compte qu'est-ce qui est dimension des écosystèmes, santé des écosystèmes pour appuyer la santé des êtres humains, santé également de toute la biodiversité, notamment l'élevage et tout. Donc c'est au cœur de tout ça là
que nous sommes en train de promouvoir l'approche Une seule santé, qui, comme vous le savez, est quand même née d'une initiative qui est partie, qui a été de Brazzaville, de Libreville, désolé, parce que, comme vous le savez, en 2008, nous avons eu cette première conférence des ministres africains de l'environnement et de la santé pour mettre en place justement, qui a conclu, qui a abouti à la déclaration de Libreville. Donc voilà un peu une sorte d'aperçu général un peu du travail que nous faisons. Et évidemment aussi nous travaillons dans le cadre de la lutte contre on va dire la gestion des déchets, des produits dangereux. Et ça aussi évidemment c'est dans le cadre de la lutte contre la pollution. Si beaucoup d'efforts ont été faits justement en termes d'action au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, si je vous en ai bien entendu parler, mais qu'en est-il de la coopération avec l'Afrique les États centrale de l'Afrique centrale, notamment ainsi que ses institutions, la déclinaison également avec les États? Voilà. Je dois dire qu'au niveau de l'Afrique centrale, les États, en Afrique de l'Ouest, nous aurons par exemple, en même temps que nous avons des demandes des États, nous avons également des demandes de la CEDEAO ou de la BOAD, qui sont des structures justement sous-régionales. Et quand nous répondons, là où c'est possible, nous travaillons avec la BAD qui est notre partenaire. Nous travaillons aussi avec nos institutions qui se trouvent, ou nos centres d'excellence qui se trouvent dans différents endroits à travers le monde. Et je dois dire que pour revenir à la question que vous avez posée au niveau de l'Afrique centrale, c'est vrai que nous avons signé un mémorandum d'accord avec notamment la CEAC et puis avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. En ce qui concerne la CEAC, après la signature, la CEAC a entamé on va dire, une période de profonde restructuration institutionnelle qui a abouti effectivement à, je crois, à une place plus importante qui est accordée à l'environnement, je dois dire, et au développement durable. Et nous avons pensé que nous aurions travaillé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et nous n'avons pas véritablement, comment dire, pensé à nous remettre ensemble pour travailler. Nous avons effectivement à un moment donné pensé à revoir, notamment en s'appuyant également sur le fait que nous avions comme partenaire commun également la BAD, mais je pense que c'est un travail qui avait commencé, ce travail de revue du cadre de coopération qui avait commencé un peu avant la réforme. Et donc, depuis la réforme, je dois dire que nous aimerions quand même voir un peu plus de travail qui est fait, un peu plus de demandes qui est faite parce que, comme vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est motivé par la demande. Si nous n'avons pas reçu de demande, ça va être difficile. Donc, nous avons un vaste champ, la CEAC et nous, où nous devons reprendre les termes de la coopération, les revoir, évaluer et voir ce qui a lieu d'être fait et encadrer cela dans un cadre, dans un plan de travail qui peut être annuel ou qui peut être biannuel, mais qui va pouvoir être évalué avec un peu le travail à faire. Et ça, c'est important parce que nous avons beaucoup de problématiques qui vont faire que nous sommes obligés de travailler ensemble. J'ai parlé de la triple crise planétaire. C'est des domaines sur lesquels, qui étaient déjà la base de ce cadre de coopération, qui s'est étendu. Maintenant, on les a resserrés. Et c'est important que nous nous retrouvions pour qu'ensemble on puisse évoluer. Du côté de la Banque des États de l'Afrique, de développement des États de l'Afrique centrale, je me réjouis de ce que cette conférence des parties à la Convention de lutte contre la désertification et la sécheresse nous a donné l'occasion de nous retrouver avec le leadership de la BDEAC pour revoir un peu, pour nous entendre sur les priorités qui doivent être celles de la coopération et voir comment est-ce qu'on va pouvoir relancer cette coopération-là autour des questions effectivement de la triple crise dont je parlais, mais avec des questions telles que le financement du climat, la finance verte. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire ensemble. Donc nous sommes convenus de travailler d'abord sur les nouvelles orientations avant d'aller vers des plans de travail qui vont nous amener à redynamiser la collaboration. Entre-temps, ce que je dois dire, c'est que si ça n'a pas beaucoup avancé
du côté des structures sous-régionales, on a eu quand même par rapport au pays des demandes précises auxquelles nous avons répondu. Je vous parlais tout à l'heure du Gabon qui nous a approché pour un accompagnement dans le cadre de la mise de l'élaboration du rapport national sur l'état de l'environnement. Nous travaillons également avec le Cameroun et au niveau de chaque pays, nous avons des projets que nous mettons en œuvre au niveau surtout dans le domaine de la nature, de la biodiversité et même dans un domaine comme celui des, j'essaie de trouver le mot en français, peatlands, les tourbières, voilà, au niveau des tourbières. Donc nous avons, l'Afrique centrale, curieusement, est une de nos régions clés. Et donc, le travail que nous faisons, c'est surtout au niveau de l'appui au pays de façon différente, de façon individuelle et spécifique. Vos axes d'intervention, si on peut l'entendre, semblent beaucoup plus concentrés dans la coopération avec les institutions sous-régionales et les États. Alors, comment est-ce que les autres catégories d'acteurs comme la société civile, le secteur privé entrent dans votre politique et également peuvent trouver écho au niveau des institutions comme la vôtre? Dans ce que nous faisons. Merci beaucoup pour cette question. Et effectivement, vous avez raison d'avoir cette impression-là parce que, comme vous le savez, nos principaux partenaires, nous sommes un secrétariat et nos principaux partenaires, ce sont les États. Néanmoins, en ce qui concerne l'UNEP, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, comme vous le savez, et vous avez souvent été associé aux activités que nous organisons, et vous savez que pour nous, la société civile, nous les appelons nos alliés naturels. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons 50 ans après Stockholm, qui a quand même été la conscience, l'éveil au niveau international, même si ça avait commencé déjà un peu aux États-Unis, mais l'éveil de la conscience écologique. Et donc, dans cet espace-là, la société civile a joué un rôle très important. Et donc, du fait qu'elle a joué ce rôle important, nous lui devons un peu. L'UNEP est né justement de ce mouvement-là en 1972 et nous venons de fêter nos 50 ans. Donc, tout ça pour dire que pour l'UNEP, la société civile est absolument importante. Et c'est pour ça que chaque fois que nous avons nos assemblées des Nations Unies sur l'environnement, il y a toujours un espace important qui est réservé à la société civile. Et cet espace-là fait qu'au début, on est allé progressivement. La société civile était observatrice, mais aujourd'hui, elle a une part active dans les décisions qui sont prises au niveau du fonctionnement de l'UNEP, mais aussi surtout au niveau de l'agenda environnemental mondial. C'est-à-dire que je vous ai parlé de la triple crise planétaire. La société civile y a contribué. Aujourd'hui, nous travaillons à élaborer un traité contraignant pour régler le problème de la pollution plastique. La société civile y a contribué parce qu'elle amplifie le message, elle attire l'attention. Donc, elle est étroitement associée à ce que nous faisons. Et vous verrez que quand vous regardez, par exemple, la division de l'UNEP en charge des questions de gouvernance, il y a tout un secteur, toute une partie qui est réservée à la société civile. Et maintenant, le secteur privé, c'est absolument important également. Vous savez que l'UNEP a, on va dire, mis en place ou développé un certain nombre d'initiatives. L'UNEP Finance, Business Forum, on a développé un certain nombre d'initiatives qui impliquent le secteur privé. Et donc, nous avons également, vous savez, comme vous le savez, et nous sommes toujours en fait en train de promouvoir l'économie verte, à laquelle nous avons ajouté l'économie bleue, qui est quand même, je veux dire, le fondement, c'est d'aboutir à des actions qui à faible développement, à faible émission de carbone, on va dire, des politiques de développement bas carbone. Et quand on parle de bas carbone, c'est important. Quand nous parlons du climat, quand nous parlons de la gestion, quand nous parlons, et je vais peut-être y revenir, nous parlons de la nature, c'est clair que dans les politiques de conservation, le secteur privé, comme dans le changement climatique, comme dans la gestion des produits, de la pollution et tout,
c'est-à-dire on regarde le cycle de vie d'un produit, de la production jusqu'à la fin du cycle, avec tous les processus de transformation. Nous parlons de recyclage, nous parlons maintenant de la circularité, de l'économie circulaire. C'est quelque chose qui pour nous est absolument important parce que nous pensons que le secteur privé a un rôle important à jouer. Pas simplement en tant que un niveau ou en tant qu'acteur qui va apporter des financements, mais en tant qu'acteur également qui a un rôle important à jouer dans la promotion du développement durable. Parce que de toute façon, c'est vers ça que nous allons. Si nous avons des business qui vont marcher, il faut qu'elles soient complètement, qu'elles s'enracinent dans le développement durable, parce que vous avez vu comment le monde évolue. On va difficilement aller vers des structures qui ne prennent pas en compte la protection de l'environnement. Et comme vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on parle de la RSE, nous savons que depuis longtemps, et au-delà de l'UNEP, les Nations Unies ont développé ce compact avec la société, avec le secteur privé, qui fait que chaque entreprise, effectivement, doit pouvoir adhérer en fait à ce compact et puis voir un peu, il y a des mécanismes, il y a des guides qui vont les aider et nous, justement, nous travaillons dans ce sens-là avec le secteur privé. Nous avons même mis en place un réseau, justement, des entreprises au niveau mondial, Business for He, qui implique non seulement les banques, mais également les autres entreprises du secteur privé. Maintenant, nous comptons justement sur vous parce que nous avons parlé de différentes catégories dans le secteur privé, mais vous êtes à la croisée, les médias, vous êtes à la croisée de tout. Justement, tous ces secteurs, que ce soit le secteur gouvernemental, le secteur de la société civile, le secteur privé, vous êtes là justement pour amplifier, multiplier, promouvoir le message et le porter pour pouvoir expliquer les problématiques. Et nous comptons sur vous et je me réjouis d'ailleurs, je vous remercie de nous avoir donné la possibilité d'avoir cet entretien avec vous parce que je sais que vous êtes particulièrement actif et je vous félicite pour ça. En souhaitant que cet exemple-là soit suivi par beaucoup d'autres médias, beaucoup d'autres journalistes, parce que je vous ai vu travailler depuis quelque temps déjà, ce n'est pas ce que... à l'époque où j'étais encore journaliste, qu'on a appelé le journalisme alimentaire, mais c'est vraiment de pouvoir porter le message du développement durable parce que les enjeux sont importants, parce que les transformations qui doivent se faire ne se font pas au rythme où on le voudrait et que nous ne sommes plus qu'à 8 ans de la fin justement de la décennie de l'action. Nous avons beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de développer des politiques de développement qui ne soient pas inclusives, qui ne soient pas résilientes, qui ne soient pas, comment dire, qui n'intègrent pas, j'ai parlé déjà d'inclusivité, mais qui n'intègrent pas les communautés à la base. Parce que justement, tout part des communautés, qui n'aident pas les communautés à améliorer leur bien-être et qui n'aident pas les communautés à résoudre les problèmes de la pauvreté. Oui, nous sortons déjà de quelques 2 à 3 ans, l'année impactée par le Covid, qui a sensiblement perturbé tant soit peu l'agenda de plusieurs nations et institutions en termes d'implémentation des politiques. Donc, au lendemain de cette bouffée d'espérance sur l'ère post-Covid, alors au niveau de votre institution, quelle est la projection en termes de feuille de route qu'on peut considérer comme actuaire et programme post-Covid? Post-Covid. Je vous remercie également pour cette question. Comme vous le savez, nous, ce qu'on a dit et que nous continuons de dire, c'est que nous devons aller vers des politiques qui sont basées sur la nature. Toutes les solutions sont dans la nature. Et donc, du fait qu'on va s'appuyer, on va appuyer on va dire les actions que nous menons, nous allons les appuyer par cette approche des solutions basées sur la nature. Ça va être important pour nous.
Et donc, c'est un peu l'idée que nous avons, comme vous le savez, nous avons déjà, nous faisons partie de ce qu'on appelle PAGE, qui est le partenariat pour la promotion de l'économie verte. Et dans ce cadre-là, nous avons un travail qui se fait déjà avec, on va dire, les Nations Unies au niveau de comment est-ce qu'on va reverdir les politiques de développement. Maintenant, comme vous le savez aussi, le programme des Nations Unies pour l'environnement sert de secrétariat, et ça c'est important, à la conférence des ministres africains de l'environnement qu'on appelle la CEMAE. Et la CEMAE, justement, pour sortir de cette crise-là, a développé ce que nous appelons le programme de relance verte pour la région, pour l'Afrique. Et donc, comme vous savez aussi, la conférence des ministres africains de l'environnement fait partie de l'institution Union africaine. Donc, institutionnellement, ils sont rattachés à l'Union africaine et vous avez entendu parler justement de ce programme sur la relance verte. Et là, c'est vraiment une feuille de route qui concerne plusieurs secteurs et qui va permettre à l'Afrique de voir quels sont les domaines clés sur lesquels est basé le développement de l'Afrique, comment est-ce qu'on va pouvoir aller verdir, comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que la relance ou le recovery, la relance après Covid soit verte, pour justement essayer de faire en sorte qu'on ne retombe plus dans l'abîme, je vais dire, dans les problèmes que Covid, la crise de Covid-19 nous a permis de mettre à jour.